ثقافة وكفى culture et culture seulement culture and only culture حصة إذاعية من إعداد وإخراج حكيم une émission radio animée et réalisée par Hakim a radio show hosted and produced by Hakim. Et puis donc, bon matin, chers auditrices et auditeurs, et bienvenue à un nouveau numéro de votre émission Culture et Culture seulement. إذن أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام إلى حصة جديدة من حصصكم ثقافة وكفى. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir au studio l'artiste peintre et puis l'homme avec, comme on dit au Maghreb, avec beaucoup de talent, Monsieur Abdelrahim Ben Halima. Bonjour, Monsieur Ben Halima. Bonjour. Ça va bien? Hakim, ça va bien, merci. Et puis on continue à écouter cette chanson, chère auditrice et auditeurs, et on vous revient. Et puis donc, chers auditrices et auditeurs, durant cette émission, donc il y aura en fait deux parties. Je vais m'entretenir avec donc Monsieur Abdelrahim Ben Halima sur son parcours, sur ses réalisations. Vous allez le découvrir, c'est quelqu'un de très talentueux. Et puis aussi la deuxième partie, donc je vais traiter des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Et je me suis déplacé. J'ai interviewé Madame Patricia Bergeron, Monsieur Guillaume Côté, Guillaume Campion aussi, et David Henry. Patricia Bergeron est la directrice au niveau de UX Doc, comme ils disent. Guillaume Côté et puis Guillaume Campion sont participants à un projet au niveau ils sont des ingénieurs du son à mon sens. David Henry, c'est un directeur donc au niveau il a assisté, au fait c'est lui qui a présenté un des documentaires de cette rencontre, et le documentaire donc un documentaire au fait que je vais parler plus en détail donc durant la deuxième partie. Je vais vous laisser écouter au fait la première demande spéciale de mon invité, c'est Abdelrahim Ben Halima.
مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا 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 خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود ما دام الحب بينا مفقود وانت منا بعوزتينا ما دام الحب بينا مفقود وانت منا بعوزتينا باسم المحبة باسم الأعماق وحر الشواق كان ترجع تسول فينا ورجع علينا يذوب الصمت وتتكلم أغانينا Au fait, chers auditrices et auditeurs, en parlant de monsieur donc David Henry, c'est le directeur général du SRSQ, qui est le service de réhabilitation ici donc au Québec. Et puis vous étiez au fait à l'écoute de c'est Abdelwahab Doukali, qui est une demande spéciale qui est de c'est Abdelrahim Ben Halima. La chanson c'est Marsoul le Pourquoi un peu ce choix, c'est Abdelrahim? Écoutez, je travaille sur la paix, je suis attiré par tous les thèmes qui sont en relation avec l'amour, parce que l'amour c'est quelque chose, l'amour c'est la vie. S'il n'y a pas d'amour dans la vie, il n'y a rien. Donc, il faut promouvoir l'amour et j'ai une grande attirance pour tout ce qui est thématique qui traite l'amour en général. لا يحركها إحساس جديد ولا تنبت فيها زهرة لا يحركها إحساس جديد ولا تنبت فيها. En fait, chers auditrices et auditeurs, donc c'est comme disait c'est Abdelrahim Ben Halima. En fait, le titre de la chanson, c'est une chanson Abdelwahab Doukali, c'est un chanteur marocain. Marsoul el-Hub, en fait, on peut éventuellement la traduire par l'envoyé de l'amour ou le messager de l'amour, quelque chose. Exactement. Et puis, je commencerai l'échange donc avec monsieur Abdelrahim Ben Halima. Et pour dire éventuellement, si vous pouvez nous parler de vos débuts justement dans l'art, dans le dessin, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a un constat qui est très important, qui a marqué un peu les différentes thématiques que j'ai traitées. Depuis que j'étais jeune, j'ai commencé d'abord par le dessin, par la suite par la peinture figurative, et par la suite j'ai pris la tangente de l'art abstrait parce que j'avais énormément d'imagination et c'était pour moi un moyen de d'exprimer un peu ce monde imaginaire dans lequel je vivais. Et il y a un constat, c'est que tous les thèmes que j'ai traités concernant la peinture figurative et les dessins, c'était des thèmes très sentimentaux. Donc ça reflète mon caractère qui est vraiment sentimental et aussi mon caractère sensible à tout ce qui est social, tout ce qui est maternité, tout ce qui est enfance, etc. Et toutes ces choses-là, on les voit dans mes dessins. Justement, dernièrement, j'ai fait une rétrospective de tous ces travaux en informatique, par un audiovisuel multimédia qui trace justement cette période. Et concernant la peinture figurative, aussi j'ai traité la maternité, j'ai traité les enfants délaissés, etc. Parce que je voulais un peu exprimer ma préoccupation
concernant ces personnes et ces phénomènes sociaux. En ce qui concerne l'abstraction, au départ, c'était, si vous voulez, une abstraction d'un monde que je dirais chimérique. J'ai traité des thèmes comme, par exemple, le cosmos, l'univers. C'était une manière si vous voulez, d'exprimer le monde dans tout ce qui est limpide. Et en même temps, ce qui est incroyable, comme remarque, c'est que toutes ces créations que j'ai fait dans mes débuts d'abstraction, que j'ai appelé l'univers, une peinture, une expression concernant des thématiques sur le cosmos et l'univers, c'était des créations. Pendant cette époque, je ne voyais aucune photographie de l'espace. Et quand on voit maintenant à Google, et quand on voit un peu la densité de la documentation sur l'univers, photographique sur l'univers, mais sincèrement, quand vous comparez ces photos qu'on voit maintenant sur le cosmos, qui sont photographiées avec Hubble, avec le télescope Hubble, etc., vous retrouvez des choses similaires dans ma peinture à l'époque. Mais je pense qu'en plus de ce sujet que vous traitez, moi j'ai vu vos toiles à l'occasion, je pense, comment dirais-je, des échanges maghrébins, c'est Québec, ça, le salon des échanges économiques. Oui. Et vous étiez donc à l'entrée principale, donc avec vos œuvres et tout. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vous utilisez beaucoup des couleurs vives. C'est Abdelrahim, des couleurs vives et on dirait que c'est plein d'espoir, vos œuvres, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je dis vrai ou quelque chose. Oui. Alors donc, les œuvres, d'abord, pour juste situer un peu la chose, les œuvres qui étaient exposées dernièrement au Palais des Congrès, à l'occasion du salon canado-maghrébin économique, ces œuvres, ils représentaient une synthèse d'une recherche que j'ai consacrée pour la thématique de la paix et de la liberté. J'ai travaillé sans relâche depuis 2002 sur ce projet, sur ce sujet-là, qui était très médiatisé dans mon pays. Et justement, la paix demande quand même une transposition visuelle, colorée, picturale, très positive et optimiste. Donc c'est pour ça que j'utilise un peu les couleurs vives pour moi le but c'est que ces ambiances colorées émettent des ondes positives. Et c'est généralement aussi autour du sujet de la colombe aussi. Voilà, il y a une colombe au centre. Exactement, bien que la colombe est au centre. Donc j'ai essayé de trouver un style qui frôle simultanément l'art abstrait et l'art figuratif pour créer un monde de paix et de liberté, et que j'ai baptisé ça le message universel de la paix et de la liberté. Alors le style, je le précise bien, c'est de l'expressionnisme. Ça veut dire, j'ai essayé de faire une sorte de synthèse entre l'abstrait et le figuratif. Donc, quand vous voyez ce travail, il y a à la fois l'abstraction et à la fois le figuratif, ce qui donne un peu un style qui va vers, si vous voulez, l'expressionnisme. Oui, donc juste, je voulais parler de vos débuts. Au fait, c'est Abdelrahim, donc j'ai votre bio devant moi, et que c'est un jeune âge, comme on dit. Vous avez organisé, au fait, plusieurs expositions entre 1970 et 1974 à Meknès, Fès et Rabat. Donc je vois que vous étiez comme pas juste un artiste qui peignait, mais vous étiez impliqué, peut-être aussi pour faire participer d'autres artistes peintres ou des choses comme ça, ou encourager éventuellement?
Mon action picturale, si Hakim, il reflète jusqu'à maintenant mon caractère qui est marqué par le défi. Le défi positif, le défi d'apporter quelque chose, le défi de me démarquer des autres, le défi d'aller au-delà des choses normales, de faire quelque chose de très positif, marqué par la créativité, aussi le dépassement. On peut choisir plusieurs termes dans ce sens. Et c'est ce qui justifie aussi ce caractère qui est basé sur le défi, ce qui justifie que j'étais très précoce. C'est-à-dire que j'ai commencé la peinture à l'âge de 7 ans, influencé un peu par mon milieu familial. La plupart de mes frères aimaient beaucoup le dessin et s'exprimaient avec le dessin. Et je voulais faire comme eux. Et c'était aussi un défi. Et je l'ai réussi. Et sauf que les autres, ils n'ont pas continué. Ils ont fait une autre orientation. Mais moi, j'étais passionné. Et cette passion, je l'ai bien gérée dans la mesure où, quand je voulais continuer mes études, j'ai essayé de faire des études qui peuvent me permettre d'avoir l'art comme passion et le design graphique comme profession. Et comme ça, j'ai pu faire des études supérieures. Mais justement, parlons des études supérieures. Donc, en 74, donc vous étiez alors donc diplômé de l'école des arts appliqués de Casablanca. C'est en cette année que vous avez quitté le Maroc pour aller poursuivre donc des études en France et en Suisse, des études supérieures en arts visuels. Si vous pouvez nous parler un peu de cette expérience. Oui. Alors, cette expérience, d'abord. C'est aussi le fait de choisir le graphisme à cette époque, c'est un défi aussi. Parce que il faut vraiment... Le mot graphisme ne courait pas les rues au Maroc. Disons, il faut être vraiment très documenté. Et pourquoi j'ai découvert le graphisme ? Parce que à l'époque, j'étais en contact avec la Suisse. J'allais faire mes vacances en Suisse et je travaillais comme portraitiste à la ville de Zurich. Et la Suisse était très connue c'est un pays qui a une grande image de marque au niveau du graphisme. Et c'est là où il m'est venu l'idée de choisir de faire des études dans la spécialité du graphisme. Alors j'ai intégré l'Institut d'art visuel à Orléans avec une bourse du ministère. Et vu que je connaissais avant Lausanne et qu'elle possédait une des plus grandes écoles au monde du design graphique, une école très rigoureuse qui a un peu l'esprit du Bauhaus, l'école de Bauhaus, la Kunstgewerbeschule, comme on dit en allemand. L'école allemande, elle est très, comment on appelle ça, rigoureuse et sévère, etc. Je me suis dit, moi, je veux étudier un graphisme un peu rigoureux. Et j'étais allé à Lausanne, où j'ai vécu 6 ans, où j'ai fait la fameuse école, l'école supérieure des beaux-arts et d'art appliqué de Lausanne. Et par la suite, je suis retourné en France, à la ville d'Épinal, où j'ai préparé le diplôme national supérieur d'expression plastique. Et une anecdote, à l'époque, j'étais le seul étudiant qui allait se présenter à ce diplôme. C'était en 1983. Et l'école, j'étais vraiment privilégié dans cette école, puisque j'étais le seul candidat, parce que c'est à Paris que tous les candidats qui vont passer le diplôme national supérieur viennent le passer à Paris. Je l'ai passé à Cergy-Pontoise. Je l'ai réussi, ce qui présentait à l'époque une réussite de 100% à l'école d'Épinal. Ok, et j'imagine passer et réussir un examen pareil, c'est pas évident. C'est comme vous dites, c'est très rigoureux. C'est pas n'importe qui réussit. Non, c'est pas évident. Comme accéder aux écoles normales en France ou des écoles supérieures, c'est des gens très distingués qui accèdent. C'est pas évident là. Vraiment. Exactement. C'est le diplôme national supérieur en France, c'est équivalent au diplôme des architectes d'intérieur, qui est aussi sévère. Et c'est pas évident parce que on a une année pour présenter ce diplôme et il y a une commission nationale qui se réunit et c'est très rigoureux.
C'est très rigoureux. Et il fallait aussi chacun, bon, bien sûr, aborde un thème. Et justement, le thème que j'ai abordé, c'est un thème vraiment spécial. J'ai travaillé sur la communication télévisuelle, l'application de la communication graphique à la communication télévisuelle. C'était extraordinaire et j'ai travaillé sur toute l'identité de la télévision marocaine comme thème. En faisant un stage concret à RTL Télévision, à Luxembourg, et à RTL Production, qui était une des premières stations studio au monde qui produisait les vidéoclips en Europe et qui possédait à l'époque le deuxième scanner au monde d'animation. Il y avait deux. Un aux États-Unis qui s'appelle Scanner Animate, un aux États-Unis et un à Luxembourg. Pour vous dire que bon, j'étais chanceux de découvrir tout ça à l'époque et de faire un stage dans des grandes structures telles que RTL Télévision et RTL Production.
سيبني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا عالفرح موديني انا بسأل ليه واحضر كده ليه بكرة الايام هتوريني خلينا كده على طول ماشيين ما رمانا الهوى. إذا كنت في الاستماع أيها المستمعون الكرام إلى الفنان القدير عبد الحليم حافظ مع هذه الأغنية الجميلة Gana el Hawa. Puis vous êtes donc toujours à l'écoute de votre émission Culture et Culture seulement, diffusée sur Radio Centre-Ville à Montréal 102,3 FM et radiocentreville.com. أنتم دائما في الاستماع إلى حصتكم ثقافة وكفى التي تبث على أمواج راديو Centre-Ville بمونريال والموجة 102.3 FM. Et puis on continue notre échange, c'est Abdelrahim Ben Halima. Puis après donc ce que vous avez mentionné tout à l'heure, donc avant de mettre cette belle chanson, j'imagine que vous êtes rentré au Maroc et si vous pouvez nous parler donc après le fait que au Maroc, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, au fait, moi, ma rentrée au Maroc n'était pas planifiée parce que c'était un comportement d'artiste. Avec un coup de tête, je suis rentré au Maroc après 9 ans d'études entre la Suisse et la France. Mais quand même, quand je suis rentré, bon, c'était la nostalgie qui m'a poussé à rentrer dans mon pays. Et en même temps, j'ai dit que j'ai beaucoup de choses à apporter au Maroc. Et quand je suis rentré, j'avais pas trouvé de difficulté pour trouver un emploi. J'étais tout de suite embauché par une grande agence de publicité au Maroc qui s'appelait Top Publicité Internationale. Alors à l'époque il y avait 3 agences, trois grandes agences. Il y avait Havas, Top Publicité et il y avait Shams. Ça c'est les grandes agences. Après, il y a une autre agence qui s'appelait Cinéma Presse, qui était justement une des premières sociétés qui est venue après Havas. Alors donc j'ai intégré Top Publicité et j'ai géré des budgets quand même de grands budgets. C'est pas la peine de dire un peu la publicité pour les multinationales, mais c'est des budgets énormes. J'ai pris par exemple des projets, entre autres, du ministère de la Culture, des campagnes pour l'eau potable, des multinationales. Et j'imagine, c'est Abdelrahim, vous gérez des budgets éventuellement pour on va dire, impliquer des artistes ou pour faire des expositions, pour peut-être contacter des organismes éventuellement pour il y a collaboration avec votre agence. Vous pouvez me parler justement, nous parler de éventuellement ça, pas pour aller dans le détail ou non, c'est pas dans les détails, okay. mais si vous voulez, la structure d'une agence de publicité, bon, elle est basée sur à peu près 70% de marketing et 30% de design ou de création graphique, etc. Bon, moi, dans cette agence, disons, les grandes agences, en général, ils ont un studio intégré. Et ce studio intégré, il y a un directeur artistique. Et derrière le directeur artistique, il y a le graphiste ou le designer graphique. Et puis après, il y a les exécutants. Bon, moi, j'étais designer graphique. Donc, le directeur artistique, il me briefe pour tel et tel projet. Et une fois que moi, je conçois le projet, on le montre au client, il donne son approbation. Après, moi, je le donne aux exécutants. Ok, pour être exécuté. Voilà. Et le directeur artistique lui-même, il est briefé par le service marketing. Ouais, c'est voilà. ça. Pour rendre des comptes, voilà, comme on dit. Voilà. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est le visuel. C'est le visuel, c'est la déclinaison sur les affiches, sur le support de communication, etc. Mais là, une remarque, tous les travaux que je faisais, disons, à l'époque, ça se vendait. Ça se vendait tout de suite. Parce que le plus difficile dans la création, c'est qu'il faut que le client accepte la création et éviter les changements. Ce qui fait qu'un graphiste qui est rentable, c'est un graphiste dont les projets ne traînent pas.
Ouais. Donc, voilà, quand on présente une création... Et ils respectent éventuellement le budget aussi. Voilà, comme ils disent ici, c'est on budget, on time. C'est-à-dire qu'ils respectent le budget et ils livrent à temps. Ils ne dépassent pas le délai. Voilà, il ne dépasse pas le délai. Il va directement au bon concept. Il traduit exactement les aspirations du client. Et il y a une grande créativité dans son travail. Et il y a aussi un impact. Et il y a une technicité. Et pas de copier-coller, donc une originalité. Parce qu'on dit, il y a un proverbe qui dit, la publicité c'est comme un jeu, pour le réussir il faut être crédible. C'est vrai. Ça a beaucoup de sens, comme on dit ici au Québec. Ce qu'on va faire, chers auditrices et auditeurs, je vais mettre un peu de musique. Après, donc, je vais mettre au fait mes 2 interviews dans le cadre du RIDM, les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Et après ça, donc, je vais revenir à mon invité, Monsieur Abdelrahim Ben Halima, donc, pour le découvrir encore plus et pour qu'il continue donc à nous relater son cheminement et puis jusqu'à ici à Montréal où maintenant il est aussi beaucoup impliqué dans beaucoup de projets, beaucoup d'événements. Alors, je vous laisse écouter cette musique, chers auditrices et auditeurs, et on embarque directement avec Madame Patricia Bergeron. Bonjour chers auditrices et auditeurs et puis bienvenue donc à votre émission Culture et Culture seulement. Et puis je suis aujourd'hui en présence de Madame Patricia Bergeron qui est programmatrice de la section UX Doc. Donc à l'occasion donc on va dire de l'inauguration de la salle UX Doc au donc RIDM, c'est les rencontres internationales du documentaire à Montréal. Et puis vos premières impressions, Madame Patricia Bergeron, sur cet événement. Mais la salle UX Docs, en fait, c'est pour présenter et proposer aux gens, à notre public, les RIDM, de venir voir des expériences qui racontent le réel, qui racontent donc le documentaire, différentes expériences à travers le monde, différents points de vue, mais autrement que par un film. Donc, que ce soit sur le web, que ce soit une conception sonore, que ce soit des projets en réalité virtuelle, une installation. Donc, c'est vraiment des nouvelles façons de raconter le réel et qui peut être un peu déstabilisante, mais qui, en fait, un peu se dire, on sort de la salle de cinéma, puis il y a d'autres façons de se faire raconter le réel. Donc, c'est la 5e année cette année pour UX Docs, et c'est du 10 au 20 novembre à la Cinémathèque. Ok, parfait. Puis la deuxième question éventuellement, je vois qu'il y a beaucoup de projets qui sont donc présentés. En fait, on dit projets, mais c'est des réalités virtuelles qui existent et qui sont ficelées à 100%, on va dire. Alors, je vois par exemple, vous nous avez expliqué, lors de l'explication, il y a un projet Network Effect de Jonathan Harris. Il y a le 6x9 qui est vivre en réalité virtuelle dans une cellule en Grande-Bretagne et d'autres projets. Si vous pouvez nous parler un peu plus spécifiquement de ces deux-là. Mais en fait, 6x9, c'est le premier projet en réalité virtuelle du journal The Guardian, le journal britannique. Et les journalistes, en fait, c'est vraiment du journaliste immersif, si je peux m'exprimer ainsi. C'est en fait pour nous faire comprendre, nous faire réaliser, nous faire aussi ressentir de l'empathie sur la question de l'isolement carcéral, l'isolement forcé, le confinement
dans une cellule de 6 pieds par 9, donc d'où le 6 by 9. Et on est là dans la cellule concrètement. Et à l'audio, on entend justement des prisonniers, des gens qui l'ont vécu, des psychologues qui racontent les faits, parce qu'il y a des gens qui passent des semaines, qui passent des journées, donc vraiment l'expérience de ça. Et Network Effect de Jonathan Harris, c'est un projet web où Jonathan, en fait, il propose un regard anthropologique assez banal, mais assez fascinant aussi sur ces centaines de milliers de clips sur YouTube qui racontent la vie des gens. Puis la vie banale des gens, comme manger, prier, protester, c'est pas si banal que ça. Mais bref, c'est comme beaucoup d'un coup, et c'est un peu notre regard à nous sur tout ça. Et juste l'avant-dernière ou la dernière question, on ne va pas prendre beaucoup de votre temps, Madame Patricia Bergeron. C'est que donc éventuellement il y aura des rencontres entre peut-être les journalistes et le public avec donc les producteurs de ces projets éventuellement. Et si vous pouvez nous rappeler aussi la date donc de clôture de cet événement. Oui, en fait la salle ouvre ce jeudi, donc c'est du 10 au 20 novembre, de midi à 20h à la Cinémathèque québécoise. Et il y a 4 présentations avec les créateurs des projets, et ça c'est samedi, dimanche, lundi. Et vendredi le suivant, le 18. Dernière question, est-ce que vous pensez que la réalité virtuelle a un avenir devant elle? Je pense que la réalité virtuelle pour les créateurs a beaucoup d'avenir. On est vraiment dans le balbutiement, puis c'est très intéressant. Puis l'avenir, en fait, oui, ça a de l'avenir, mais après, c'est de savoir comment les consommateurs, là, je parle du grand public, va s'en accaparer. Merci beaucoup pour votre temps, Madame Patricia Bergeron. Bonne journée. Merci à vous. Don't sit and wait, don't sit and dream, put on a smile, go find a scene. I'm sure you'd meet someone who would really love you. Don't sit and hope, don't sit and pine. If you've been hurt, make up your mind. I'm sure you'd find someone who would really love you. I don't know why you sit around. I only know if love is gone. Don't sit alone with your pride. To whom this may concern to say, don't wait for love to come your way. Don't waste your time, make up your mind and make it happen. I don't know why you sit around. I only know if love is gone. Don't sit alone with your pride. Listen to me. Et puis de retour, chers auditrices et auditeurs, à votre émission, votre émission Tarafa Wakafa, culture et culture seulement. Et puis on passe à ma deuxième interview, donc avec Monsieur David. Monsieur, je vais y arriver, David Henry, qui est directeur général du SRSQ. Alors, je vous laisse écouter dans le cadre de cette des RIDM, les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Vous pouvez en fait visiter les événements de ces grandes rencontres au site web ridm.ca. Et puis je suis en compagnie d'un organisateur ici au RIDM. Aujourd'hui on est le lundi 14. On est dans une salle de la Cinémathèque québécoise. Et puis juste on vient donc de visionner Double Peine, qui est un documentaire et puis qui a été réalisé d'après donc la vie carcérale d'une femme ici au Québec. Et puis juste présentez-vous s'il vous plaît et puis parlez-nous un peu du visionnement et de l'après-visionnement avec les discussions
discussion qu'il y a eu, s'il vous plaît. D'accord. Alors, mon nom est David Henry, je suis le directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Aujourd'hui, en fait, le documentaire a vraiment présenté la situation d'une femme incarcérée et surtout son retour dans la communauté et les difficultés auxquelles elle est confrontée quand elle revient dans la communauté. Le titre du court-métrage est Double peine parce que justement, une personne qui purge sa sentence, une fois qu'elle revient dans la communauté, purge une autre sentence dans le fond à cause de parfois l'exclusion dont elle est la victime. Le casier judiciaire dans le fond qu'elle porte va la marquer à vie. Le casier judiciaire n'est jamais supprimé avant l'âge de 125 ans au Canada. Même si une personne obtient ce qu'on appelle la suspension du casier judiciaire ou ce qui s'appelait avant le pardon, le casier est suspendu mais il n'est pas supprimé. Il n'est jamais supprimé avant l'âge de 125 ans. Et le fait d'avoir un casier judiciaire présente des nombreux obstacles pour la personne qui revient dans la communauté. Le premier obstacle, bien entendu, est par rapport à la recherche d'un emploi. Les différentes études ont démontré que le fait d'avoir un casier judiciaire, ça diminue de moitié les chances de pouvoir obtenir un emploi. Donc ça ne veut pas dire que quand on a un casier judiciaire, on ne travaillera pas. Mais ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui a un casier judiciaire va devoir envoyer 2 fois plus de CV et va devoir faire 2 fois plus d'entrevues avant de trouver un emploi. Il y a aussi des impacts sur les assurances multirisques, donc les assurances habitation, automobile. Les compagnies d'assurance au Québec sont devenues intraitables presque pour les personnes qui ont un casier judiciaire. Encore une fois, ce ne sera pas nécessairement impossible de s'assurer, mais les personnes judiciarisées vont devoir payer leur prime d'assurance beaucoup plus cher, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher, et ce, même si le délit n'a aucun rapport avec l'assurance qui est demandée. Mais ceci m'emmène à la question suivante, c'est que c'est ça, on dit, le titre c'est Double peine et on dit donner une deuxième chance. Sauf que, et on a parlé lors de l'échange, moi ce que j'ai noté aussi, c'est que il y a des préjugés, qu'on le veuille ou non, dans la société vis-à-vis des gens incarcérés qui ont un casier judiciaire. Mais je note ou je remarque que c'est pas juste au niveau de la société. Ça, comme vous le mentionnez, quelqu'un qui va appliquer pour avoir une assurance voiture ou une assurance logement, on dirait que c'est la loi qui est contre eux. Ce n'est même pas un préjugé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense effectivement que c'est difficile de réintégrer la communauté une fois qu'on est judiciarisé. Ça ne vient pas uniquement de la société ou de la communauté. Évidemment, il y a des lois qui normalement doivent protéger jusqu'à un certain point les personnes, notamment la Charte des droits et libertés du Québec. Après, je pense que c'est une question d'attitude aussi. Je pense qu'en tant que citoyen, en fait, on a tous un rôle à jouer dans la réintégration sociale et communautaire, ne serait-ce que d'accepter de donner une seconde chance. Moi, si je suis propriétaire d'un logement, je dois accepter de pouvoir louer mon logement à quelqu'un qui a fait de la prison ou qui a été judiciarisé. N'oublions pas, plus de 4 200 000 Canadiens possèdent un casier judiciaire. C'est 14% de la population adulte. 700 à 800 000 Québécois, Québécoises ont un casier judiciaire. Si je suis un employeur, je ne devrais pas m'arrêter à juste la présence du casier judiciaire pour refuser d'embaucher quelqu'un. Je devrais aller vérifier le casier judiciaire, c'était quoi le délit, il y a combien de temps, et m'assurer de ça pour voir. Mais donc, tous les citoyens ont un rôle à jouer, je pense. Exactement. S'il n'est pas en lien, on va dire, vous allez louer un logement. Si le délit n'est pas en lien avec le logement, donc normalement, la personne est correcte au niveau de ça. Une dernière question, on ne va pas prendre beaucoup de votre temps. Que pensez-vous de cette expression « l'art est guérisseur » ? C'est une bonne citation. Je pense qu'effectivement, l'art peut permettre jusqu'à un certain... L'art, c'est pas un processus magique, ça ne guérira pas tous les maux comme par magie. Sauf que l'art peut permettre d'exprimer des choses que les personnes judiciarisées ne peuvent pas exprimer autrement. Il ne faut pas oublier que la majorité des femmes, par exemple, qui sont incarcérées au pénitencier de Joliette, 80% de ces femmes ont été victimes au cours de leur vie d'abus physiques ou sexuels. Une majorité probablement d'hommes aussi, mais ça reste un grand tabou pour les hommes incarcérés de dévoiler qu'ils ont été l'objet de violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Mais ils ont vécu, en tout cas la plupart d'entre eux ont vécu une blessure à un moment donné de leur vie. Et c'est dur à imaginer, mais avant d'être agresseurs, ces personnes-là ont été victimes aussi. Alors ça n'excuse absolument pas les gestes qu'ils ont pu poser, mais ça permet de comprendre parfois le cheminement de quelqu'un. Et l'art, je crois, peut permettre jusqu'à un certain point
Oui, peut-être de guérir ou d'adresser ces blessures psychologiques qui ont été faites auparavant. Parfait. Vous me donnez d'autres questions à débattre, mais ce sera une autre fois, comme on dit. Et puis, merci beaucoup pour votre temps et pour passer une bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, de retour, chers auditrices et auditeurs, au studio de Radio Centre-Ville, donc cette émission, votre émission, donc Culture et Culture seulement. Puis, la même question éventuellement que je poserai à mon invité, M. Abdelrahim Ben Halima, qui est un grand artiste. Est-ce que d'après vous, l'art est guérisseur? Premièrement pour l'artiste et deuxièmement, éventuellement pour les gens qui l'entourent. Disons, l'art n'est pas guérisseur. L'art peut contribuer à apaiser, peut contribuer à sensibiliser, peut contribuer dans certains cas à être comme un moyen thérapeutique. Mais ce n'est pas la solution magique. Et il peut contribuer éventuellement à s'exprimer avec autre chose que les mots, peut-être. Exactement. C'est des choses que, comme on dit, l'art, c'est que comment je le définis, en fait, c'est ma définition propre. L'art, c'est s'exprimer avec des outils universels qui sont par exemple la musique, avec un médium universel, les couleurs, pour aller chercher les sentiments et pour aller chercher au fait ce qui est universel chez l'humain. Et puis peut-être moi, en tout cas moi j'écris de la poésie, je connais des poètes et poétesses. Il y a certaines poètes ou certains poètes, certaines poétesses qui disent moi lorsque j'écris un poème, je me confie au fait et je sors ce qui est négatif en moi. C'est dans ce sens que j'ai posé la question, mais je reviendrai à une autre question. Et si vous pouvez, si Abdelrahim, nous parler de votre processus de création. Lorsque vous êtes dans le processus avant de peindre ou en train de peindre, est-ce que vous avez, on va dire, parce que j'ai invité ici aussi d'autres artistes peintres qui disent il y a ceux et celles qui mettent de la musique, il y a ceux et celles, il y a une artiste très distinguée ici au Québec qui me dit moi lorsque je peins, je suis dans un état second et mes pieds sont, j'ai des pieds nus, ça veut dire que je sens la terre. Lorsque je sens la terre, je sais que je suis sur terre. En tout cas, elle m'explique des choses, peut-être que je ne les saisis pas à 100%, mais vous, en peignant quelque chose, une œuvre ou quelque chose, si vous pouvez nous parler de votre processus de création. Oui, bon, mon processus de création, d'abord, se base d'abord sur la conceptualisation. Au départ, je dois concevoir dans mon imaginaire le visuel, le message, comment je vais le traiter, etc. Donc c'est l'époque de l'étape de la conceptualisation. Après, il y a la seconde étape, c'est l'étape des layouts, des esquisses. Et la troisième étape, c'est la transposition visuelle des concepts en des concepts visuels. Ça, c'est un côté. D'autre part, concernant l'environnement, moi je travaille dans toutes les conditions. Je m'adapte à n'importe quelle condition. Et ça, c'est pas évident, hein, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, j'essaye de... quand dans mon processus de création, je m'adapte à l'environnement dans lequel je suis et en même temps aux moyens qui sont mis à ma disposition. C'est comme la cuisine. Je peux vous faire un très bon plat avec peu d'ingrédients. Bon, voilà. Donc j'essaie de m'adapter à n'importe quelle situation. J'ai pas des atmosphères spéciaux, etc. Non. Mais sauf que je préfère parfois travailler sur de la musique, sur un fond de musique, mais il faut que ça soit bien choisi, une musique qui contribue justement à ma créativité. Voilà. Et puis éventuellement une autre question aussi, est-ce que, je sais que la réponse est oui, mais est-ce que c'est Abdelrahim Ben Halima a découvert son style?
Bien sûr. C'est quoi votre style, si vous pouvez nous parler de votre style? Bien sûr, parce que il y a un proverbe qui dit l'homme c'est le style. Donc le style, j'ai un style. Au Maroc maintenant je suis connu par le peintre de la paix. Donc parce que j'ai travaillé avec une cadence depuis 2002 jusqu'à maintenant sur cette thématique. J'ai trouvé un style. Quand on voit mon côté, si tu veux, expressionniste, on dit tiens, ça c'est la manière Ben Halima ou le style Ben Halima. C'est pas évident, mais on le voit, on sent d'après la composition, d'après parfois ce côté impulsif du geste, parfois au niveau des couleurs, le mariage des couleurs, et aussi au niveau de la stylisation de la colombe, parce que j'ai une manière très 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 personnelle de peindre la colombe qui est entre la réalité et l'imaginaire et l'imagination. Donc une colombe qui est très stylisée, parfois je la mets dans une forme de spirale pour exprimer le côté universalité de la paix, etc. Sachant que la spirale elle-même sur le plan symbolique, elle est très profonde. La spirale, elle a un côté mystique, parce que la nature, elle est constituée par la spirale. L'univers, c'est les galaxies, c'est la spirale. Donc la spirale, c'est très mystique. Ce qui fait, il y a du mystique dans ce que je fais. Bon, voilà un peu une réponse sur est-ce que j'ai un style. Okay. Quand vous dites l'univers, les physiciens disent que l'univers est en expansion et qu'il est en forme d'œuf ou en forme de... C'est très vrai ce que vous dites. Ça rejoint les scientifiques en fait. L'autre question éventuellement, c'est Abdelrahim Ben Halima, c'est qu'il y a des gens qui voient des artistes en général, et puis les artistes peintres ou les musiciens ou les poètes, et ils voient lors d'une exposition, puis le gars de l'artiste, ou homme ou femme, il est bien habillé, cravaté et tout, il s'imagine que être artiste, c'est gagner facilement sa vie, c'est vivre à l'aise. Alors d'après vous, est-ce que les artistes, d'après votre connaissance, vivent de bonnes conditions, ou si vous pouvez nous parler des conditions justement des artistes, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, voilà, c'est ça. On rejoint maintenant ce qu'on appelle la condition de l'artiste. La condition de l'artiste, c'est un thème qu'il faut aborder avec beaucoup de sérieux, parce que il y a beaucoup d'artistes que j'appelle des soldats invisibles, des personnes qui créent, qui consacrent toute leur vie et qui croient à quelque chose, qui consacrent toute leur vie à leur passion et qui s'emportent et qui s'investissent, et alors que les autres font des affaires. Et eux, ils restent peut-être stagnés. C'est ça le problème de l'artiste. Et il est plutôt emporté par sa passion, et de l'autre côté, il ne fait pas d'affaires. Et en même temps, il investit, mais il n'est pas sûr s'il va vendre ou pas. Et moi, ça me fait parfois mal au cœur quand j'assiste à des expositions et que je vois des artistes qui ont du talent et qui ont 0% de vente. Ouais. Il faut qu'ils rentrent dans leurs frais quand même. Et des fois, c'est Abdelrahim, c'est que moi je pense, je lis un peu les bios, la vie d'artistes contemporains ou anciens. Des fois, il y a des artistes, et en fait, ils cherchent pas à gagner de l'argent. Eux autres, on dirait, ils sont pas d'accord pour être pauvres, mais comme vous dites, ils focus sur leur art et sur leur passion. Moi, je parle comme ça parce que je parle au niveau de la poésie. Je suis dans la poésie, et il y a beaucoup de poètes au fait qui sont connus après leur mort. Émile Nelligan, c'est un poète, c'est une sommité ici au Québec, ou celui qui a écrit
En tout cas, c'est un poète français qui a les fleurs du mal. Son nom, mais lorsqu'il vivait une vie médiocre. Il vivait une vie, en fait, d'un vrai pauvre. Mais après, les fleurs du mal, c'était une révolution dans la poésie française. Donc, on dirait, comme vous dites, on dirait que les gens imaginent, c'est un artiste peintre, c'est des grands tableaux, que lui, c'est un millionnaire ou c'est un milliardaire. Mais c'est ça, c'est vraiment ce que vous dites, c'est vrai, parce que finalement, vous étiez en train de développer ce concept, cette idée, et en même temps, j'imaginais quelque chose, c'est-à-dire que l'artiste, parfois, il est victime de son art. C'est ça le problème. Je ne dis pas que tous les artistes. Il y a des artistes qui ont quand même eu de la chance dans leur vie. Mais la plupart, ils sont restés bloqués dans leur créativité, etc. Et ils sont passés à côté de... Et même peut-être, il y a des artistes, je ne suis pas du domaine d'art visuel, mais il y a des mutatafilin, comme ils disent en arabe. C'est des artistes qui cherchent le gain facile, rapide d'argent. Voilà, et si tu vois la profondeur ou ce qu'ils transmettent comme message, c'est presque banal. Et comme vous dites, il y a des artistes distingués. Voilà. Et c'est parce que pour des raisons X, Y, Z, le gars il n'est pas connu, il n'est pas encouragé. Et c'est ce qui est dommage un peu, en tout cas. Mais heureusement, excusez-moi, mais heureusement qu'actuellement, quand on aborde la condition de l'artiste, et actuellement, les choses changent parce que il y a des institutions qui quand même protègent l'artiste. Alors, par exemple, on peut parler au niveau, par exemple, du Canada. Il y a le Conseil des Arts du Québec, il y a le Conseil des Arts du Canada qui donne des subventions et qui encadre, qui essaye d'aider, d'encadrer, de donner une sécurité, de promouvoir l'art. Là, il y a un très très grand travail qui est fait. Mais il y a toujours un mais. Beaucoup d'artistes que j'ai remarqué ne connaissent pas la procédure, l'information ne circule pas, ne savent pas comment accéder à l'information pour avoir des subventions. Parce qu'ici au Canada, la plupart des artistes vivent avec ils ne comptent pas sur les ventes. Et effectivement, ce que vous mentionnez, c'est très vrai. Pourquoi ? Parce que généralement, le Conseil des Arts, c'est composé d'artistes, en fait. Donc, ils comprennent ce qui se passe en Occident. Je pense que vous avez entièrement raison, peut-être même en Europe. Mais dans les pays sous-développés, c'est sous-développé même en Amérique du Sud ou quelque chose, peut-être c'est différent et c'est difficile aussi. Donc, en fait, on arrive presque à la fin de cette émission qui est passé très vite. En fait, j'allais aborder aussi avec mon invité, Cheikh Abdelrahim Ben Halima, le transfert de connaissances parce qu'il l'a fait. Donc, d'être artiste à l'enseignement, il a enseigné. Il est fondateur aussi d'une page Facebook, Les Peuples Unis, Chouab al-Mutahida, et d'autres aussi implications. En fait, ce que je vais faire, c'est dans la vidéo que je vais monter, Inch'Allah. Je vais mettre au début donc la bio complète de mon invité, Cheikh Abdelrahim Ben Halima. Merci. Et puis, donc, vous aurez une idée plus dans sa page Facebook aussi. Si vous pouvez la mentionner, un site web, si vous avez, avant de clore cette émission, un dernier mot. Non, j'existe sur Facebook. Il suffit de mettre Ben Halima Abdelrahim et puis voilà, on tombe sur ma page. Et votre projet, Les Peuples Unis, donc de taper Les Peuples Unis. Oui, voilà, ils ont accédé en arabe, Al-Sha'ub Mutahida, Les Peuples Unis. Ça, c'était une initiative un peu de rassembler un peu les peuples autour de la paix et des valeurs nobles de la paix et de la liberté. Parfait. Puis, donc, on arrive à la fin de cette émission. Et puis, un dernier mot, c'est Abdelrahim, court avant de clore cette émission. Un dernier mot, moi je vous remercie beaucoup, je remercie Radio Centre-Ville qui m'a invité, qui me rapproche du public, qui me donne de la visibilité, parce que nous, autres artistes, on a besoin de ça, et Radio Centre-Ville joue bien ce rôle. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'émission Culture et Culture Seulement. Je vous remercie aussi beaucoup, chers auditrices et auditeurs, d'avoir suivi cette émission, ce numéro. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission, à la prochaine semaine, Inch'Allah. Je vous dis salut, bye bye, merci.